Finalement, il a cédé. Le maire de Bordeaux a fini par accepter d'armer la police municipale. Pas en totalité, mais ce sera une brigade de 50 agents pour l'instant. Il faut que la police municipale à Bordeaux s'adapte le plus possible au nouveau contexte qui nous est, hélas, imposé par une aggravation d'un certain nombre d'actes de délinquance de plus en plus violents. J'ai vu que les policiers municipaux sont souvent, ils me le disent, les primo-intervenants sur des lieux de dangerosité extrême dans la ville. Cette brigade interviendra en priorité sur des territoires bien définis. Saint-Michel, le cours Victor-Hugo et les Capucins. Et des interventions davantage la nuit. Pour les Bordelais, il y a débat sur cette question. Je pense que si c'est pour sécuriser, c'est bon, c'est plutôt bon signe. Parce qu'on peut avoir une réaction sur un instant T. Et il n'y a pas des policiers partout. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà. Quelle raison? Parce qu'il y a d'autres moyens de prévenir. L'opposition municipale avait fait de cette question de l'armement son cheval de bataille. Aujourd'hui, elle soulève d'autres sujets de discorde. Tant mieux si il avance enfin dans cette direction. Reste quand même un certain nombre de sujets devant nous. Le principal sujet, celui sur lequel on se bat, c'est le nombre de policiers municipaux dans la rue. Et puis d'autres sujets, je pense par exemple à l'éclairage la nuit. Le maire écologiste s'est déjà fait remarquer par son pragmatisme. Aujourd'hui, il continue de revendiquer une liberté de manœuvre qui coupe l'herbe sous les pieds de l'opposition à 1 an et demi des prochaines élections. Pierre Urmic, bonjour, merci d'être en direct avec nous depuis Bonjour. Bordeaux, votre ville. Alors, les maires écologistes confrontés à la réalité des questions de sécurité sur le terrain, deviendraient-ils pragmatiques ? Je crois que l'écologie, c'est l'école du pragmatisme. En tout cas, c'est ma vision de l'écologie, c'est s'adapter à son milieu ambiant et faire en sorte que l'écosystème local fonctionne bien. Et moi, dans cet écosystème local, je me rends compte, j'ai de plus en plus de remontées de terrain du fait que mes concitoyens, les Bordelaises et les Bordelais, actuellement, comme les habitants de toutes les grandes villes de France, sont soumis à des phénomènes de violence de plus en plus importants. Le monde change. Et je pense qu'il faut que les politiques aussi acceptent de sortir des clichés, des manichéismes qui voudraient qu'il y a d'un côté les laxistes, de l'autre côté les préoccupés de sécurité. Le monde est beaucoup plus complexe que cela. Pierre Urmic, si je comprends bien, et si je comprends bien le reportage de notre équipe sur place, vous avez choisi un armement pour une partie, une section de votre police municipale. Oui. C'est quoi l'idée ? Alors, d'abord, contrairement à ce qui a été dit par des élus d'opposition qui sont dans le rôle d'opposants systématiques, même quand je prends des bonnes initiatives, il faut qu'ils trouvent le moyen de dire que ça ne va pas assez loin. Je n'ai cédé à personne. C'est une longue maturation. J'ai été beaucoup interpellé par mes policiers municipaux, donc je suis le patron, et qui me disent depuis longtemps, ils ont même fait une grève au début de l'été, en disant « nous nous sentons en insécurité, en notre qualité de primo-intervenant dans la ville. Nous voulons, monsieur le maire, que vous nous protégiez davantage. Il y a de plus en plus d'armes qui circulent dans la ville et nous sommes confrontés de plus en plus à des violences à l'occasion de nos interventions. Et puis je vois bien que le monde, comme je vous le disais, je vois bien que le monde évolue et que voilà, il ne faut pas laisser le monopole des armes naturellement aux délinquants. Il faut qu'en face, nous soyons capables de mettre des policiers municipaux, je dis en leur qualité de primo-intervenants, sur des lieux d'agression de plus en plus violentes et de plus en plus armés, qu'ils aient les moyens d'être respectés. D'abord, c'est d'abord la notion de respect qu'ils mettent en avant. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Mais je ne l'ai pas prise à la légère ou sous la pression. J'ai d'abord consulté les maires, je crois, de toutes les grandes villes de France, les maires qui ont déjà des polices municipales armées et ceux qui n'ont pas de police municipale armée. Je me suis rendu compte aussi que les maires qui ont des polices municipales armées arrivent à recruter beaucoup plus facilement de nouveaux policiers municipaux. Et moi, j'ai du mal. J'ai créé des postes de policiers municipaux parce que je veux plus de bleu dans les rues. C'est un engagement que j'avais pris. Et j'ai du mal à rendre cette fonction-là attractive. On m'a fait comprendre qu'une police municipale armée était beaucoup plus attractive qu'une police municipale non armée. Et les consultations que j'ai pu mener m'ont confirmé ce diagnostic. Mais alors, monsieur le maire, pourquoi ne pas avoir armé tous les policiers municipaux ? C'est une question de budget ? C'est une question d'idéologie ? C'est quoi ?
Non, ni budget d'idéologie. Je vous dis, moi, je suis un maire en responsabilité, je crois un élu de terrain pragmatique. Je me rends compte d'abord que tous les policiers municipaux n'ont pas envie d'être armés. Il y en a, je vois dans des villes avec qui j'ai pu discuter, par exemple, je prends au hasard la ville de Saint-Denis, où tous les policiers municipaux peuvent être armés, mais le maire de Saint-Denis me dit, mais tous les policiers municipaux n'ont pas forcément envie d'être armés. Et puis je dis aussi que toutes les missions de la police municipale ne requièrent pas un armement. Celles qui requièrent un armement, ce sont les missions de primo-intervenants sur lesquelles les policiers sont très exposés. Mais pour la mission classique et traditionnelle du policier municipal, c'est-à-dire la mission de pilotage vers laquelle moi j'ai envie d'orienter mes policiers municipaux, de contact avec la population, ils n'ont pas forcément besoin d'être armés. Par contre, cette brigade d'appui et de sécurisation que j'ai créée, elle interviendra à la demande des autres policiers municipaux quand ils seront confrontés à des missions plus dangereuses. Et puis spontanément, la nuit, ils seront tous armés. La nuit, je n'aurai que cette brigade d'appui et d'intervention armée qui interviendra. Et dans la journée, ça sera en fonction des missions. Vous savez, je me suis un peu inspiré des bobbies anglais. Souvent on dit les bobbies anglais ne sont pas armés. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le bobby de base n'est pas armé, mais il y a aussi une brigade d'appui de sécurisation, un peu comme celle que nous venons de créer, qui, elle, intervient sur certaines missions et qui, elle, est armée. C'est un peu ma source d'inspiration aussi, et je vais voir comment est-ce que ça peut bien fonctionner. Mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas voulu céder à la facilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient tous armés pour les raisons que je évoquées. Pierre Urmic, j'ai d'autres questions à vous poser, bien sûr, mais je vais laisser réagir Bertrand Debeau, qui est à mes côtés et qui est secrétaire national adjoint à FO Police Municipale, parce qu'il bouillait d'impatience de réagir. Juste sur un détail, sur le côté mission, je rappelle Clarissa Jean-Philippe, qui est décédée dans l'exercice de ses fonctions, qui était sur une mission d'enlèvement de véhicules en fourrière. Et je ne peux pas malheureusement vous laisser dire ça complètement. Il faut quand même apporter un peu d'éclairage. C'est la réalité du terrain. Ce n'est pas la mission qui détermine. Clarissa Jean-Philippe qui a été tuée à Montrouge lors des attentats terroristes de 2013. Ce n'est pas la mission qui détermine, évidemment. Voilà. Ensuite, par contre, je tiens à saluer le moi, je veux bien vous entendre, mais... Oui, si on va par là, moi j'ai aussi, on me dit, les directeurs et directrices d'école sont aussi exposés. Est-ce que les directrices et les directeurs d'école qui sont confrontés à la même violence souvent que ceux qui enlèvent les véhicules. Donc je pense que de temps en temps, il faut raison garder. Moi je suis un adepte de la juste mesure. Je considère que dans les interventions de primo-intervenants sur des lieux d'agression, sur des lieux de risque, ils ont besoin d'être respectés et protégés. Mais je considère, mais je peux me tromper, puis je verrai comment est-ce qu'on va évaluer ces nouvelles mesures bordelaises. J'évaluerai. Écoutez, jusqu'à présent, nous n'étions pas armés. Nous avons décidé de créer cette brigade. C'est environ plus de 25% des effectifs quand même. Hein, c'est pas... Et je vous dis, la nuit, les agressions les plus dures sont souvent la nuit. Je vous dis, la nuit, ils seront tous armés, puisque je n'aurai que cette brigade qui interviendra en soirée. Donc, on peut toujours dire, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Je sais exactement. Alors, une réaction. Il faut aussi garder le sens des nuances et sortir peut-être de carcan un peu facile et parfois un peu idéologique. Une réaction, avant d'avancer sur ce terrain à Bordeaux, une réaction de Bruno Pomar, qui est aussi un spécialiste de la sécurité, qui est aussi, lui, élu municipal d'une petite commune. Je suis maire d'un petit village, oui, dans l'Aude. Monsieur le maire, alors, félicitations évidemment pour votre engagement sur ce sujet-là. D'ailleurs, je serai demain aux Aubiers, sur une opération de rapprochement police-population avec la préfète. Mais j'y suis aussi. Eh bien, on se rencontrera. Voilà, vous serez vu deux fois cette semaine, une fois en réel. Pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que vos policiers municipaux ont des PIE, des pistolets à impulsion électrique type taser? Oui. Ah oui, tous. Chaque équipage? Oui, ils ont déjà des... Chaque ils ont équipage? déjà tous, oui, tous. D'accord, et ceux qui font de l'îlotage, comme vous dites, sont équipés de PIE? Oui, absolument. Okay, et de bombes lacrymogènes et de matraques, voilà. Donc déjà, oui, ils ne sont pas désarmés, je veux dire. Ils n'ont pas d'armes létales, mais ils ne sont pas désarmés, loin de là. Bon, mais rendez-vous demain aux Aubiers. Ils ont déjà compléter cette discussion. Ils ont déjà des armes pour se défendre, enfin en tous les cas avec ces types de tasers, on va dire, pour simplifier. Pierre Urmic, est-ce que cette décision, elle intervient aussi parce que, comme beaucoup de maires,
vous notez le manque de policiers nationaux. Est-ce que vous cherchez d'une certaine façon à compenser ce que l'État n'arrive plus à faire par manque de moyens ? Oui, moi je pense que le rôle de policier de proximité, le policier du quotidien, c'est de plus en plus le policier municipal qui est présent sur le terrain. Et je le redis, qui est le primo-intervenant. Quand vous appelez le 17 à Bordeaux, mais les premiers à arriver, d'abord parce que ce sont les plus près. Les zones de police nationales sont souvent des zones larges, donc vous n'avez pas forcément une patrouille de policiers municipaux à proximité. Vous avez toujours une patrouille de policiers municipaux à proximité du lieu, donc ils sont rapides. Et ils sont là plus souvent. Donc, ce rôle de primo-intervenant, c'était un rôle qui, autrefois, était dévolu, effectivement, à la police nationale. Il y a moins de policiers nationaux dans les rues. On voit davantage de policiers municipaux. Et je note aussi qu'avec les dernières mesures que vient d'arrêter le ministre de l'Intérieur, la lutte contre le narcotrafic, moi, je trouve ça très bien qu'ils intensifient enfin la lutte contre le narcotrafic. Mais ça va demander un gros travail d'enquête, d'investigation, qui fait que et à effectif constant, les policiers qui feront ce travail d'enquête et d'investigation, ce n'est pas eux qui répondront présent lorsque l'on appellera le 17. Ça continuera de venir de plus en plus les policiers municipaux. Donc je veux, moi, que même si je déplore cette situation, je veux que mes policiers municipaux soient équipés pour pouvoir répondre à ces situations qui les exposent de plus en plus. Monsieur Urmic, bonjour. Donc c'est un changement de doctrine très radical pour vous. Est-ce que ce changement de doctrine est né aussi d'une demande de la population? Et plus prosaïquement, est-ce que vous vous êtes dit, les élections municipales approchent, si je veux trouver un lien différent avec ma population, il faut que je leur montre que je prends souci de leur sécurité? Non, je vais vous dire pas du tout. D'abord, vous parlez de changement de doctrine, et c'est pas vrai. Avant, il n'y avait pas de doctrine. Vous savez, on reproche beaucoup à la gauche Je suis le premier maire de Bordeaux à se soucier d'une doctrine de la police municipale. Je note que mon prédécesseur, qui est toujours conseiller municipal d'opposition, en 2019, il avait dû affronter une vague de délinquance sans précédent, qu'on n'a jamais connue depuis à Bordeaux. Mais à l'époque, il s'était posé la question d'armer la police municipale. Mais poser la question, il ne l'avait pas fait. Moi, je ne me suis pas posé la question. J'ai réfléchi, j'ai consulté et je suis passé à l'acte. Et j'ai surtout, on retient des nouvelles dispositions que j'ai prises pour renforcer ma police municipale, le fait que j'ai armé cette patrouille. Mais je vous promets que ce n'est pas que ça. Je favorise l'îlotage. J'ai complètement réorganisé ma police municipale pour une présence accrue sur le terrain en fonction du vieux principe qui fonctionne bien de la proximité et de l'îlotage. Donc c'est une doctrine. Jusqu'à présent, la police municipale, elle vivait un peu en fonction de ce qu'était l'évolution de la police nationale. Moi, j'ai considéré qu'il était temps qu'on ait une vraie doctrine, et ça c'est nouveau. Et j'ajoute aussi, vous ne l'avez pas encore dit, c'est que je suis un maire qui a accepté de discuter avec l'État pour signer ce qu'on appelle un contrat de sécurité intégré. Ça m'a été un peu reproché dans certains milieux. J'ai dit non, je vais discuter avec l'État en disant je prends l'engagement de mettre davantage de policiers municipaux dans les rues de Bordeaux, mais j'exige en contrepartie que l'État mette davantage de policiers nationaux dans les rues de Bordeaux. Et c'est pour ça qu'au terme de ce contrat de sécurité intégré signé avec le précédent ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, j'ai obtenu qu'il y ait 40 policiers nationaux en plus dans les rues de Bordeaux. Et moi, j'ai pris l'engagement d'engager tous les ans 10 policiers municipaux supplémentaires. Donc j'ai pris aussi l'engagement qu'il y ait davantage de caméras de vidéosurveillance. Donc j'ai mené une négociation qui a été longue et ardue avec l'État. Mais je crois que la sécurité dans une ville, c'est ce qu'on appelle un continuum de sécurité. Il ne faut pas que les uns se défaussent derrière les autres. Moi, ma police, elle est chargée de la tranquillité, mais aussi de la sécurité que je dois, en tant que premier magistrat de la ville, à mes concitoyens. Et pour ça, il faut que je travaille en bonne intelligence avec l'État dans ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Et j'y suis personnellement très attaché. Il faut travailler en bonne intelligence les uns les autres. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et je rencontre d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, je crois, dans une dizaine de jours, pour évoquer cette question-là et pour solliciter la venue d'une compagnie de CRS à plein temps à Bordeaux.
Restez avec nous, Pierre-Emerick, parce qu'on va répondre aussi dans un instant aux questions de ceux qui nous regardent. Mais Bertrand Debeau, sur cette question de la présence de la police nationale, est-ce que vous avez l'impression que si on vous confie plus de missions, c'est justement pour pallier le manque de policiers nationaux? Aujourd'hui, vous avez ce sentiment-là? Est-ce que ce qui vous remonte de vos collègues dans les différentes communes, c'est ça qui est en train de se passer? Alors, ce qui se passe, c'est que les policiers nationaux sont également afférés à des tâches qui sont différentes, parce qu'ils sont dans un maillon de la chaîne judiciaire qui est supérieur, et ils se voient attribuer justement des missions qui sont plus d'un cadre administratif. Nous, on est sur le terrain. Moi, je salue le courage du maire Pierre-Emerick. Le bon sens. Ouais, le bon sens même. Et c'est pas facile de sortir de la caverne parmi les premiers. Il a dû consulter le maire Grégory Doucet qui avait conservé l'armement à la ville de Lyon. Je rappelle qu'il y a des villes comme Grenoble où, pas la nuit, mais le matin, il y a des employés municipaux qui ont été assassinés et qu'il y a une police municipale qui était présente et pas en mesure de défendre les protéger et défendre. Donc c'est très dur d'être le premier. On ironise beaucoup sur son changement de position. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire dans la vie. Moi, je salue ce courage politique quand même. Et aussi sur l'éclairage qui était coupé pour des raisons écologiques que tout le monde comprend. Mais il y a eu une pétition de 1000 femmes qui ont demandé à ce qu'on remette l'éclairage parce que ça pose des problèmes de sécurité. Sur les caméras de vidéosurveillance, on a entendu Pierre-Emerick. Oui, pareil. C'est-à-dire, c'est lui, hein, l'éclairage, etc. Revenir sur des nécessités, mais en se confrontant à la réalité du terrain, en écoutant ses agents. Nous, on ne prend pas de position sur l'armement. On défend là où il y a besoin d'un équipement qui permet de protéger les policiers municipaux, etc. Mais c'est la décision du maire et uniquement sa décision. C'est la libre administration des communes et tout pèse sur ses épaules. Donc il faut comprendre la difficulté aussi de ce changement de paradigme. C'est très courageux, on le salue et on espère que ça fera des... Il y a Vénissieux auquel on a fait une grève à 100% pour obtenir la même chose. Il y a d'autres villes. Un maire socialiste. Non, je crois qu'on est en plein dans le continuum de sécurité. Pierre-Emerick l'a dit très bien, c'est-à-dire travailler ensemble pour la sécurité de concitoyens, police nationale, gendarmerie, force de police municipale, citoyens vigilants aussi. Soyons nous-mêmes vigilants dans tout ce qui se passe. On ne va pas mettre la pression à nos concitoyens, évidemment, qui nous regardent, mais de dire, soyez toujours vigilants dans tout ce qui se passe. Et puis, vous savez, il y a tout un tas de dispositifs qui arrivent maintenant sur la téléphonie aussi. Des alertes téléphones qui vont entrer en jeu, et je pense que les communes vont s'en saisir, parce que ça pourra être, pour les femmes en particulier, mais enfin, pour tous les citoyens, je dirais, une nécessité supplémentaire. Donc, je crois que cette démarche est intéressante, et surtout venant de la part d'un maire écologiste. Alors, justement, félicitations. Justement, puisque Bertrand Debeau en parlait, Pierre-Emerick, est-ce que vous avez dit que vous avez consulté différents maires de grandes villes, mais est-ce que, par exemple, vous vous coordonnez avec les maires écologistes de grandes villes? Il y en a un certain nombre depuis les dernières élections municipales. Je pense évidemment à Grégory Doucet à Lyon, je pense au maire de Grenoble, avec finalement des décisions qui sont assez différentes. Est-ce que vous vous coordonnez? Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous allez donner des idées au maire de Grenoble? Non, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'ai informé le maire de Grenoble de ma décision. Naturellement, j'ai discuté avec tous les maires écologistes avant de prendre cette décision, me disant que je vais peut-être en mettre certains dans l'embarras. Donc, je tenais en amont à les informer de ma décision. J'ai discuté avec la plupart des maires des grandes villes de France, de ceux qui ont des polices municipales armées et de ceux qui n'en ont pas. Ça me paraissait tout à fait indispensable. Vous avez parlé avec Madame Hidalgo? Non, mais j'ai discuté avec son adjoint à la sécurité, voilà, que je rencontre dans le cadre du Fonds français de sécurité urbaine. Mais la situation parisienne n'est pas la même. Ils ont une police municipale depuis peu et ils ont des effectifs de police nationale qui sont plutôt bien garnis, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Donc, j'ai discuté par contre avec son adjoint à la sécurité. Mais bon, moi je crois beaucoup à l'autonomie des collectivités territoriales, plus que l'État, qui actuellement essaie de nous imposer un certain nombre de mesures budgétaires au mépris de cette autonomie de gestion des collectivités territoriales. Moi j'y crois beaucoup, et donc à ce titre, je ne vois pas pourquoi la situation bordelaise serait automatiquement transférable à Grenoble ou ailleurs. Pierre-Emerick, la gauche et les écologistes qui arment des policiers municipaux, vous comprenez que ça puisse choquer certains électeurs de gauche? Bien sûr que je le comprends, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'un aggiornamento de la gauche avec la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est un service public que nous devons à nos concitoyens. Je note aussi que les premières victimes, souvent de l'insécurité, ce sont les personnes les plus démunies. Et comme pour le dérèglement climatique d'ailleurs, les premières victimes se trouvent parmi les personnes qui sont déjà défavorisées. Donc c'est un service public.
que nous devons à nos concitoyens. Donc je ne vais pas me laisser enfermer dans des clichés qui consistent à dire s'intéresser à la sécurité, ça serait forcément un objectif de droite, et ne pas s'y intéresser caractériserait la gauche. Sortons de ces clichés manichéens. Quand vous êtes maire, vous êtes en responsabilité et vous devez répondre aux préoccupations légitimes de vos concitoyens et répondre à cette insécurité grandissante et cette violence grandissante dans nos villes. Et je n'ai pas l'impression de trahir quoi que ce soit. Comme tous les élus, je pense sérieux, moi je me débat en permanence entre mon éthique de conviction et mon éthique de responsabilité. J'essaie de mettre le curseur là où il faut. Et là, j'ai considéré que, même si je ne suis pas un fan, naturellement, de l'armement, pour ça que j'ai mis du temps à mûrir cette décision, mais j'ai considéré que mon éthique de responsabilité devait, à un moment donné, m'imposer de franchir le Rubicon et de prendre cette décision, quitte à entendre un certain nombre de critiques que je trouve parfois assez manichéennes et superficielles. En tous les cas, je dois vous dire que sur ce plateau, il y a 2 spécialistes de la sécurité à mes côtés qui ont l'air d'approuver vos propos. Pierre Urmic, on va en venir ensemble aux questions de ceux qui nous regardent maintenant. Et c'est avec Florence Thiel. Bonsoir. Bonjour Florence. Il est 15h38, on est en direct. Bonjour, ça ira bien. Florence, il y a des questions parce qu'évidemment, la sécurité du quotidien, ça interpelle tout le monde. Hein. Exactement, et beaucoup de réactions concernant l'armement de la police municipale. Une première question tout de suite de Harold qui lui se demande quelle sera la différence du coup entre la police municipale et la police nationale si toutes les deux possèdent des armes létales. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler à Harold la différence entre les deux polices ? Déjà, Harold, il faut qu'il se réveille parce que ça fait quand même des années que la police municipale, elle peut être armée sur décision du maire. Et elle l'est dans certaines communes depuis assez longtemps. Assez longtemps, moi ça fait pratiquement une dizaine d'années. J'ai pas changé de métier, la perception des citoyens n'a pas changé. C'est juste une question d'équipement de protection qui est pas individuelle, qui est collective parce qu'elle permet de protéger le citoyen. Donc c'est au maire d'apprécier la nécessité, comme l'a très bien fait le maire de Bordeaux, et la mission, voilà, dans le bâtiment, tout le monde porte des bottes, tout le monde n'est pas électricien ou maçon. Faut ouvrir un peu ses chakras et puis considérer que c'est pas l'habit qui fait le moine, on va dire. Bruno Pomar, sur la différence, est-ce qu'il restera encore une différence? Parce qu'on voit bien que les missions se rapprochent de plus en plus et les équipements aussi. Il y a bien longtemps, je vous dis, depuis les attentats de 2015, je ne fais plus de différence entre les deux, quasiment, parce que les deux sont complémentaires, les deux sont équipés d'un matériel hyper varié. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à Pierre Urmic sur les armes intermédiaires, c'est-à-dire les PIE, parce que je trouve que le policier doit pouvoir être capable d'utiliser une arme par rapport à une situation. Si on n'a pas une arme intermédiaire, eh bien ça veut dire quoi? On va au contact. Et parfois, on voit 2, 3 policiers ou 4 policiers sur quelqu'un et on se dit, quand c'est récupéré sur les réseaux sociaux, ah ben regardez, les policiers sont violents. Non, pas du tout. C'est parce qu'on ne sait pas comment se dépêtrer d'un individu qui fait 1m90 et qui fait de la boxe taille. Bon, et voilà. Et ça, par exemple, le PIE, pour avoir fait 3 jours de stage de formateur d'ailleurs, hier sur les nouveaux engins qui sont sortis, le X10 entre autres, le T10, eh bien j'ai vu qu'il y avait une efficacité totale. Pour la protection. Bon, là, c'est les tasers, pour parler pour le grand public. Oui. On reste sur l'arme intermédiaire. Et c'est celle-là qui devrait être même le plus utilisée. Je crois qu'on l'a utilisé, je parle sous votre contrôle, 3000 fois cette année. Enfin, c'est beaucoup, c'est rien en fait. Quand on voit le taux de violence que notre société nous déverse, je pense que, encore une fois, je préfère voir un policier sortir un taser et éviter l'arme létale qui, évidemment, amène à la mort quasi systématiquement. Donc, je pense que le taser est une réponse efficace pour la sécurité de nos concitoyens, comme des policiers, d'ailleurs. Alors, on a des téléspectateurs qui s'inquiètent aussi de l'armement de cette police municipale. C'est le cas de Jean qui nous écrit « Est-ce qu'armer la police municipale ne va pas mener à une situation à l'américaine, entre guillemets, où les officiers de police sont des cow-boys qui dégainent à la moindre occasion et où les habitants ont peur au moindre contrôle routier ?» Alors, on va laisser répondre Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui a choisi d'armer une partie de sa police municipale. Pierre Urmic, vous allez répondre évidemment à cette question en sachant qu'on imagine qu'il y a aussi, avec cet armement, une formation qui accompagne. Hein. Ce n'est pas des cow-boys. Oui. D'abord, oui, moi j'ai dit il y a quelques années, je ne voulais pas être un maire shérif. Mais j'ai consulté, comme je disais, des maires
de communes où la police municipale est armée. Je pense au maire de Montpellier, par exemple, au maire de Saint-Denis, au maire de Lyon, à la maire de Strasbourg. Je peux vous dire que c'est tout sauf des shérifs. Ce n'est pas parce que leur police municipale est armée qu'automatiquement la personnalité du maire change. Donc je résisterai à être maire shérif, ce n'est pas dans mon tempérament. Et puis, ce que j'ai noté dans toutes ces villes où les polices municipales sont armées, c'est que les policiers municipaux dégainent très rarement. Ben oui. Ils s'en servent très peu. C'est surtout un outil de respect, de dissuasion, dont ils ont besoin, mais ils s'en servent, je pense que ça peut être confirmé oui, tout à fait. Sur votre antenne. Ils s'en servent très peu. Il ne faut pas imaginer que tout d'un coup, je pense qu'un policier ne se sert pas, même un policier national, ne se sert pas de son arme létale avec plaisir. Enfin, c'est quand même un geste qui est très, très grave. Et je fais confiance aux policiers pour faire preuve de discernement. En tout cas, les autres policiers municipaux dans toutes les grandes villes font preuve de discernement. Et à Bordeaux, l'une des spécificités qu'on aura, c'est qu'on va monter une école de formation bordelaise à la police pour nos policiers municipaux. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on aura une police municipale bien formée en fonction de ce que sont nos objectifs bordelais. Bertrand Debeau, vous confirmez les chiffres du maire de Bordeaux. Les policiers municipaux utilisent relativement peu leurs armes quand ils sont armés ? Bien entendu. Et d'ailleurs, faut pas imaginer les policiers municipaux comme des cow-boys qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'employer un armement. C'est absolument pas le cas. Comme tout travailleur, on a besoin d'outils. Et un travailleur, il sera toujours plus efficace s'il a une pluralité d'outils. Si on se met à tomber des murs à coups de scalpel, ça ne fonctionne pas. Il nous faut, pour être efficace, toute la pluralité des outils nécessaires à faire face à toutes les situations auxquelles on est confronté. Et malheureusement, on est confronté à tout. Donc, avec des formations, et là, le maire, il a raison. Formation continue. Voilà, c'est essentiel. Il y a une formation, et depuis le début, il y a déjà une formation initiale qui est ardue, qui permet d'éviter des écueils, une évaluation psychologique, il y a vraiment un suivi. Et tous les ans, on est repassé en formation. Et pour chaque armement, donc ça fait plusieurs formations par an. Et il ne faut pas, à chaque fois on parle, oui, mais il faudra les former les policiers municipaux. C'est comme on répondait tout à l'heure à la question de l'auditeur, c'est déjà fait. On est déjà équipé depuis très longtemps, on est formé depuis très longtemps, on est très bien formé. C'est la même formation que les policiers nationaux ? Alors, nos formateurs sont formés par les gendarmes et les policiers nationaux. En plus, on bénéficie de double école. Nos formateurs peuvent avoir l'un ou l'autre, et nous, on a la pluralité des expériences qui se rencontrent. Donc, il faut rassurer le citoyen, c'est plein de fantasmes. Alors, le maire a changé d'avis, il s'était qualifié, il a dit « je ne suis pas un shérif, mais que les policiers ne sont pas des cow-boys ». Ça, on aimerait il a changé d'avis, donc c'est très bien, mais on aimerait ne pas l'avoir entendu parce que ces mots-là auparavant. Parce que maintenant, Jean, il pose la question, il dit « je veux pas que ça soit des cow-boys ». Ça, c'est des préjugés qui ont la vie dure et qui sont extirpés des réalités de terrain. Faisons confiance aux gens qui travaillent, qui ont les mains dans le cambouis, qui n'ont pas de fantasme. Moi, j'ai travaillé sans équipement de ce type-là, avec... j'ai très bien fait mon métier, j'ai pas changé de personnalité. Le but d'un policier municipal, c'est de finir sa carrière, à mon avis, comme un policier national, sans avoir ouvert le feu et d'avoir assuré la sécurité, la tranquillité du quotidien. Et si on ne veut pas arriver comme aux États-Unis, où les policiers sortent, alors le niveau de dangerosité est haute, puisque les gens sont armés en plus. Mais si on ne veut pas arriver à ce niveau-là, il faut anticiper tout ça, et c'est pour ça qu'il faut prendre le taureau par les cornes et faire de la prévention et anticiper les risques. Et ça, c'est important de le faire. Alors, on a quand même des téléspectateurs qui sont sceptiques sur cette question de l'armement. C'est le cas d'Harold. Il nous écrit, plutôt que d'armer la police municipale, ne devrait-on pas la former au dialogue social ? On l'évoquait tout à l'heure en début d'émission, pour revenir à une police de proximité qui avait fait ses preuves avant d'être dissoute pour des raisons politiciennes sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Alors ça, c'est une question que sans doute vos électeurs vont vous poser, Pierre Urmic, notamment les électeurs de gauche et les écologistes. Oui, mais je leur dis, je fais les deux. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Moi, je suis très attaché à une police de proximité, un retour à l'îlotage. Pour ça, je dis ces policiers-là n'ont pas forcément besoin d'être armés. Je fais les deux. J'ai engagé 35% de plus de policiers municipaux depuis le début de mon mandat. Et j'ai constaté également qu'en ce qui concerne les agents de médiation et de prévention, j'arrive exactement au même chiffre. 35% de postes
d'agents de médiation dans les rues de Bordeaux de plus depuis 2020. C'est bien la preuve qu'une politique de sécurité, elle marche sur 2 jambes. Et il faut chercher un équilibre. Il faut de la prévention, de la médiation, mais aussi, à un moment donné, il faut naturellement de la prévention. Le tout, c'est que tout ça soit équilibré et qu'on ne s'enferme pas dans des postures en disant il faut que de la prévention ou il faut que de la répression. À mon avis, on passe à côté de la complexité du problème. Donc moi, je suis très attaché à cet équilibre entre les deux et nous faisons les deux parallèlement sans qu'il y ait d'incompatibilité. Et Bruno Pomar veut réagir parce que lui qui est spécialiste de sécurité, il faut aussi de la prévention dans des associations. Je vais en faire aux Aubiers d'ailleurs à l'occasion demain un rapprochement police-population. Et je trouve que c'est important de le faire. Très bel exemple. Vous avez raison. Encore une fois, la première mission du policier municipal ou du policier national, c'est de vous parler. Maintenant, à qui on a affaire? Si j'ai affaire à vous, il n'y aura pas de problème. Si j'ai affaire à un gars qui est drogué jusqu'au bout des oreilles et qui décide de sortir un couteau, je ne sais quoi, la réaction ne sera pas la même. Monsieur, attention, restez à distance. Et ensuite, on utilise une arme adéquate. Ça peut être le PIE et ça peut être, malheureusement, ça peut arriver qu'une arme létale soit utilisée. Donc, je veux dire, ça, c'est important. Mais avant tout, le policier est un homme de dialogue. C'est pour ça qu'on dit... C'est vrai, c'est un métier qui est très difficile, je peux vous assurer, d'être flic. Moi, j'ai eu la chance de connaître les groupes d'intervention, les groupes d'élite. J'ai connu 2 ans les CRS, mais je n'ai pas fait ce travail que font les policiers de proximité. C'est hyper dur, quoi, de gérer de la population, de gérer des gens, de l'humain. C'est terrible. Oui, et donc, psychologue en même temps, c'est pas juste mais c'est terrible. De la sécurité. Mais on n'imagine même pas le recul que prennent nos policiers. Parfois. Noémie, elle nous écrit, est-ce qu'on ne remplace pas les policiers nationaux par des policiers municipaux uniquement pour des questions de transfert de budget? Est-ce que vous avez ce sentiment-là que les policiers municipaux ils prennent de plus en plus de place, un petit peu au détriment des policiers nationaux, pour des questions budgétaires? Bertrand Debeau. Alors, c'est pas de notre responsabilité, mais sur le terrain, nous, on constate qu'on a toujours été présents. Mais que le terrain a changé et qu'on nous voit plus parce qu'on est plus proactif sur les raisons de sécurité. Le déploiement de la police nationale, ça, je ne suis pas spécialisé pour le surveiller. Nous, notre engagement, il est total depuis bien longtemps. On est une police de proximité. On s'adresse aux citoyens. On est formé, je rassure aussi l'auditeur précédent, on est formé au dialogue, aux violences faites aux femmes. On dresse des verbalisations pour le harcèlement de rue, mais comme le dit M. Pomar, on le fait avec tout un chacun. On a un dialogue, il peut qualifier de dialogue social, mais on est du lien social. Et on le fait et on sait le faire. Je suis désolé qu'il ne l'ait pas constaté ou qu'il n'y croit pas, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Par contre, à un moment donné, dans le même quartier où il y a des problèmes de harcèlement de rue, il y a des gens, malheureusement, dangereux, mal intentionnés. Et nous, on peut essayer d'expliquer le b.a.-ba de la civilisation, de faire de la philosophie, de parler. Mais quand on nous attaque avec un couteau, c'est trop tard. Il faut qu'on soit en mesure de répondre à tout. On va prendre une dernière question de téléspectateur. Oui, Françoise, les communes ont beaucoup de priorités à gérer avec un budget contraint. Peut-on n'avoir que des policiers municipaux et pas de politique sociale, comme par exemple des éducateurs? N'est-ce pas à l'État de contribuer aux dépenses de sécurité? Alors Pierre Urmic, une question budgétaire. Oui, mais je vous dis, moi, j'ai créé des postes aussi de médiateurs, des postes de prévention, mais pour répondre aussi en même temps à la précédente question, et j'approuve totalement la réponse qui vient d'être faite, mais quand mes policiers municipaux m'ont réclamé cet armement létal en me disant on est les intervenants à la place de la police nationale, donc on a besoin d'être sécurisé, respecté et armé. Mais je leur ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas peur ? À partir du moment où vous cautionnez le fait d'être ces primo-intervenants, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on va cautionner encore davantage le retrait de l'État de ses fonctions régaliennes? Mais ils m'ont dit, mais le problème, monsieur le maire, c'est que c'est déjà le cas. Nous, on vous demande de régler une question qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, je le redis, et ont-ils insisté, les primo-intervenants. Donc, donnez-nous les moyens d'être respectés autant que les policiers nationaux sur ces zones de danger, sur ces zones à risque. Alors, bien évidemment, je dis, l'État a abandonné l'îlotage il y a quelques années. Oui. Mais les policiers municipaux n'avaient pas forcément partout comblé cet échec. Mais maintenant, je pense que c'est important que la police municipale soit d'abord, avant tout, une police de proximité et une police d'îlotage. En tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce de faire. Merci Pierre Urmic. Merci Pierre Urmic, maire de Bordeaux, d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Bertrand Debeau et à Bruno Pomar de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs.